De retour sur le plateau du VAP Expo cet après-midi pour une dernière après-midi de rencontres, débats, d'échanges. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aaron Bieber, vous êtes réalisateur basé aux États-Unis, et Gaspard Koenig, président de Génération Libre, un think tank qui fait pas mal parler de lui. Vous êtes auteur, vous avez rédigé plusieurs papiers sur la cigarette électronique, la vape, la réduction des risques. Et cet après-midi, c'est aussi l'occasion de décentrer le regard par rapport aux produits, à ces enjeux de santé, à ces enjeux économiques, culturels, et de prendre aussi une vue d'ensemble pour essayer d'analyser la signification aujourd'hui de cette survenance d'un nouveau produit qui bouscule les idéologies et la façon dont on peut aussi aborder la première cause de décès évitable en France et en Europe. Donc moi je pense que ce qui est important cet après-midi, c'est qu'on puisse discuter librement, donner la parole au public. Et ce que je vous propose, c'est tout d'abord de regarder le documentaire, le trailer du documentaire d'Aaron, qui est en cours de finalisation. J'ai entendu dire qu'il sera peut-être présenté à Sundance. Et Aaron, vous avez souhaité, c'est à voir s'il sera à Sundance, mais vous avez souhaité prendre votre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des différentes personnes qui font la vape aujourd'hui dans le monde et essayer de comprendre quelles étaient les barrières que l'on posait à la survenance de ce produit. Alors on regarde tout de suite le trailer. I've heard a lot of funny stories and opinions. Now to get the whole thing straight, you can't keep a bunch of hypocrites and liars all from showing their face. But the damage has been done, our battle's not quite won. So let's take it to the streets. Let's take it to the streets and sing for the sun. A Billion Lives, 1 milliard de vies, Aaron, c'est le nombre estimé de personnes qui pourraient décéder prématurément du tabagisme au XXIe siècle. Right, absolutely. Eh oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et en fait, c'est des projections, 1,6 milliard de fumeurs. Et donc, c'est d'ici la fin du siècle, la folie. Donc, un fumeur sur deux qui va mourir, n'est-ce pas, de tabac. Et c'est ce qui se passe finalement. Donc, c'est incroyable. Et c'est des chiffres impressionnants. C'est à la vape, je crois que vous n'êtes pas vapoteur vous-même, mais vous avez des amis qui vous ont sensibilisé au sujet et vous avez décidé à un moment donné de dire allez, il faut en parler parce que là je vois des choses qui commencent vraiment à me surprendre. Tout à fait. L'une des raisons principales pour moi, c'était que, en effet, j'avais beaucoup de choses qui m'intéressaient. La nourriture, aux États-Unis, on s'intéresse à énormément d'aspects, tout ce qui se passe au niveau de la nourriture, le développement dans ce business, etc. Bref, et donc, comment dire, c'est tout ce qui se passe au dehors de la fumée qui m'intéressait aussi. Et puis, tout ce qui considérait la société, les dangers. Et donc, je me suis vraiment intéressée aussi à ça, en voyant aussi des études, en lisant des études qui parlaient de ces aspects, y compris d'un point de vue médical. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, tiens, le vapotage, c'est intéressant, il faut que je m'intéresse, il faut que je lise ce qui est dit ici, au niveau y compris des morts suscitées par le vapotage ou pas. On en a parlé ce matin avec à nouveau le rapport du Public Health England indiquant que la vape était 95% moins nocive que le tabagisme. La désinformation où beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens ont commencé à se dire courant 2014 et encore en ce début d'année que la vape était potentiellement aussi, sinon plus dangereuse que le tabagisme. Cette désinformation, bien qu'elle soit contrecarrée, notamment avec ce rapport britannique, vous avez le sentiment qu'elle est organisée?
bien sûr, et ça m'énerve au plus haut point parce que c'est pas vrai. Et donc ça m'énerve vraiment, ça m'horripile parce que beaucoup de gens conseillent d'autres personnes et ils sont considérés comme des leaders et des penseurs finalement. Et il y a même des médecins qui viennent me voir, n'est-ce pas, et qui me disent oui, écoute Aaron, fais attention, ta réputation va être ruinée, les gens vont découvrir vraiment ce qu'est le vapotage. Et donc voilà, même des personnes m'appellent ou des enfants, enfin bref, toute une série de personnes qui me disent tu sais bien que c'est pas bien de vapoter ou autre. Bref, on entend vraiment beaucoup de ce genre de choses et ça m'énerve parce que les gens mentent, parce que les gens sont influencés d'une mauvaise façon et donc on parle de mort due à la cigarette. Il faut être réaliste. Et il y a énormément de choses sérieuses qui doivent être faites. Donc on permet par contre beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc en tant que réalisateur, on a des opportunités de corriger ces mauvaises informations, cette désinformation, ces erreurs, voilà, c'est terrible et je pense que oui, ce sont des vies, des millions de vies. Vous êtes en train de tourner, vous avez déjà fait un petit tour du monde justement, vous êtes allé en Asie, vous êtes allé en Pologne, en Turquie, vous faites le tour aussi des Amériques. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, quand on regarde aussi la réglementation de la FDA, de l'Union européenne, avec la Commission européenne et cette directive européenne sur les produits du tabac, on a vraiment le sentiment que les utilisateurs qui étaient au cœur de cette révolution de la vape sont peu à peu dépossédés finalement de ce qui leur a permis de sortir de leur dépendance au tabagisme. Donc comment voyez-vous cette dépossession et l'information que l'on peut peut-être réinjecter pour aussi faire changer le politique? Je pense qu'en considérant l'information, d'abord, il faut réinjecter tout ce qui est au centre du débat, c'est-à-dire la vérité, et démontrer ce qui se passe dans les faits, c'est-à-dire on a des vapoteurs qui ont une passion pour le vapotage et peut-être qu'ils n'ont pas aussi le marketing qui leur permet d'avoir les capacités, les compétences utiles. Donc, par exemple, il y a des grandes sociétés pharmaceutiques, par contre, qui dépensent de l'argent dans tout cela, y compris des gouvernements qui vraiment ont de l'argent. Et donc, ça dépend de la taille aussi des organisations. Par exemple, en Californie, on dépense énormément d'argent, comme on l'a vu hier. Bref, il y a pas mal de cas qui décrivent le vapotage. Et donc, on utilise vraiment les gens aussi au niveau du marketing, les meilleurs, qui aident ceci. Donc, il faut réinjecter la vérité, remettre la vérité au centre. Parce que quand on considère le public, les gens en général, et on sait que les gens s'attendent à ce qu'il y ait quelque chose de crédible, de fiable, qui est véhiculé, qui soit aussi compréhensible et vrai, réel. Et c'est pas toujours ce qui se passe. Donc en fait, c'est tout ce qui concerne aussi la communauté des vapoteurs en elle-même. Et donc souvent, il y a des heurts, il y a des bagarres. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il faut rendre le public à même de comprendre et d'avoir les faits en main. Question. Aaron Bieber donc, est une des personnes aujourd'hui particulièrement engagé dans cette communauté de la vape pour réinjecter de l'information. Il n'est pas encore trop tard, mais c'est vrai qu'on est face à des réglementations qui aujourd'hui peuvent brider les produits, brider les innovations, brider les usages, sans parler ensuite, ça sera peut-être un autre angle de la discussion du comportement, du geste qui est aujourd'hui aussi en accusation. Mais premièrement, comment vous voyez, vous avez écrit plusieurs articles sur le sujet, mais comment vous voyez aujourd'hui le Vape Expo, cet événement qui réunit une pléthore d'acteurs internationaux, des vapoteurs, et aussi un message nouveau quant à la réduction des risques du tabagisme? D'abord, merci de m'inviter. C'est un salon qui m'a permis d'essayer, il y a 5 minutes, ma première cigarette électronique. Donc j'espère qu'elle sera suivie d'autres. Et on retrouve d'ailleurs l'ambiance de vapeur, de nuages qui faisait partie du plaisir de la cigarette, mais effectivement sans la nocivité. Et ce que je retiens de l'ampleur du salon et surtout c'est deux choses en fait. C'est d'abord que finalement, et c'est heureux, les consommateurs font la loi, c'est-à-dire que sur une pratique
qui est aujourd'hui plus ou moins répréhendée par le discours public. On voit bien que les gens sont en train de faire plier les pouvoirs publics, de même que Uber a fait plier les pouvoirs publics sur la question des taxis, parce que le consommateur, à partir d'un certain niveau, est juste une force irrésistible. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est de voir la multiplicité des marques qui sont représentées et qui fait qu'effectivement, on n'est pas, comme dans la cigarette traditionnelle, dans un univers ternaire avec 2, 3, 4, 5 grandes marques, mais que là, il y a une telle diversité d'acteurs que c'est plutôt simple. Parce que ça veut dire que c'est un marché qui innove beaucoup. On voit très bien, d'ailleurs, il y a les cigarettes qui viennent des États-Unis, les cigarettes qui imitent la pipe, les cigarettes qui imitent le cigare. Enfin, il y a plein de... Ça semble un champ beaucoup plus innovant, beaucoup plus créatif, même en termes de design d'ailleurs, que la cigarette traditionnelle, qui est un objet quand même beaucoup plus normé. Et moi, je trouve ça même sympathique de voir les gens dans la rue fumer une cigarette avec leurs petits nuages. Je trouve que ça ajoute quelque chose aussi de social, de convivial. On va vous reprendre parce qu'on ne dit pas fumer une cigarette électronique, mais vapoter. Vapoter. Voilà, non, je vous préviens ensuite dans les allées. Donc les tendances, par exemple, cette année, on en parlait dans une dépêche AFP hier soir, c'est la céréale et la glace au yaourt. Mais il y a plein de tendances dans les liquides. Mais cette diversité des choix, des plaisirs, aujourd'hui, elle est potentiellement sujette à rencontrer un mur, qui est le mur de la réglementation, alors qu'on a des gens qui sortent du tabac, qui expliquent leurs bénéfices en termes de santé, qui retrouvent aussi une communauté. Comment vous envisagez cet État Léviathan qui essaie de réguler les comportements qui sont d'abord des comportements pour sortir d'une addiction ou réduire des risques, sachant qu'il y a aujourd'hui une grande majorité de fumeurs qui souhaitent arrêter leur tabagisme? C'est ça qui est très intéressant dans les raisonnements qui sont derrière les politiques publiques aujourd'hui, c'est mais pourquoi donc vouloir interdire un produit qui est considéré comme sain par la plupart des grandes agences de santé, par la plupart des médecins qui signent des appels? Et donc quel est le raisonnement du législateur derrière? Et en fait, on s'aperçoit que, et c'est ça que moi qui m'intéresse beaucoup, le législateur vient d'ajouter en fait une troisième raison inédite pour enfreindre nos libertés. Alors, il y a deux raisons, disons, classiques. La première, c'est celle de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 4. Ma liberté s'arrête à ce qui nuit à autrui. Et donc, on comprend de ce point de vue-là qu'on puisse, par exemple, lutter contre le tabagisme passif. OK. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de raisons qui a été développée et qui a été conceptualisée en France depuis les années 70, qui est, nous allons interdire, l'État a le pouvoir d'interdire ce qui me nuit à moi-même. L'État peut faire mon bien contre moi-même parce qu'il a des meilleures raisons que moi-même pour choisir. Et ça, effectivement, ça légitime le discours sur le tabac classique et les impôts sur le tabac classique. Alors, moi, je suis en opposition avec cette logique, mais dans la cigarette électronique, on va encore plus loin, puisque là, les pouvoirs publics reconnaissent eux-mêmes qu'on ne se nuit pas à soi-même. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pourrait inciter d'autres ou s'inciter soi-même à plus tard se nuire à soi-même. Donc c'est un degré, si vous voulez, conceptuel supplémentaire, c'est-à-dire que on ne protège plus les gens contre eux-mêmes, on protège les gens contre la perspective même de la liberté. Et il est intéressant que justement, j'ai relevé dans le débat qui a eu lieu au Sénat quelques citations savoureuses de nos politiques et qui disent exact ça de manière très explicite. Laissez-moi les retrouver. Voilà, donc Michel Delaunay, sénatrice, je crois, socialiste, dit l'usage de la cigarette doit être limité dans les mêmes conditions que celui de la cigarette, car le geste lui-même peut être inducteur. C'est-à-dire que le geste même de fumer la cigarette électronique pourrait entraîner d'autres à fumer. C'est vraiment nous prendre, mais c'est plus pour des enfants, là, c'est vraiment nous prendre pour des crétins absolus. Est-ce que, par exemple, il faudrait interdire le geste de boire de l'eau parce que c'est le même que celui de boire du vin? Est-ce qu'il faudrait interdire le geste de l'infirmière qui fait une piqûre parce que c'est les mêmes gestes que celui qui va s'injecter de l'héroïne? Et la deuxième raison qui est invoquée, qui est encore meilleure, c'est là je cite, c'est dans les comptes rendus du Sénat. Dans les comptes rendus, et c'est dans l'exposé des motifs de l'amendement, de maintenir l'acceptation sociale de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des régulations pour faire accepter aux gens
Donc on va mettre en place des interdictions pour faire accepter aux gens le reste des interdictions. C'est-à-dire qu'on les met en amont, au second degré. Donc ça va plus loin, si vous voulez, que le raisonnement habituel, puisqu'encore une fois, le législateur reconnaît qu'il n'y a pas d'argument de santé publique à proprement parler. Alors, j'en tire deux conclusions. La première, c'est qu'effectivement, on fait un pas de plus vers ce que Tocqueville appelait le despotisme démocratique, après son voyage aux États-Unis au XIXe siècle. Ce despotisme bureaucratique qui fait que l'infantilisation des citoyens peut s'accompagner des formes extérieures de la liberté, comme la participation au vote, et qu'aujourd'hui on estime que les gens ne sont pas assez grands pour savoir s'ils veulent prendre un soda dans une machine à soda, mais en revanche qu'ils seraient assez grands pour voter les grandes décisions budgétaires de la nation, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Et Tocqueville dit bien, je ne vais pas tout vous citer, mais enfin c'est toujours un plaisir de relire ce texte, certes classique, mais qui ne prend pas une ride, qui dit « C'est ainsi que tous les jours, l'État, le pouvoir, rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. » Et cette sorte d'extinction du libre arbitre qui est derrière cette interdiction de l'e-cigarette dans les espaces publics, où ils ne font de mal à personne, même pas à moi-même, mais pourraient inciter des gens à penser peut-être un jour enfreindre une loi. D'un mot par rapport à deuxième... Tocqueville, si je me souviens bien de mes lectures, est-ce que Tocqueville plaçait une limite à cela, à cet État qui co-régimente avec l'individu l'ensemble de ses actions? Où va la limite? Vous parliez tout à l'heure du soda, le fameux manger, bouger, manger 5 fruits et légumes. Voilà, on est dans une forme d'infantilisation du corps social. Est-ce que vous voyez une limite à cela, ou alors on est encore simplement au début? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un institut de sondage qui s'appelle Via Voice et qui a fait le premier sondage, à mon sens, demander aux gens, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'interdits, de contraintes et de surveillance en France? Et ce qui est amusant, c'est que c'est une question en fait, qu'on ne pose jamais. Et les résultats sont absolument fascinants, puisque 67% des gens pensent que oui, et les 3/4, 77% des Français estiment que cela constitue des atteintes importantes aux libertés individuelles, et expliquent même que ça les incite à s'engager dans une contre-société, elle, vraiment dangereuse, conduire sans assurance, aller acheter des cigarettes au marché noir, etc. Presque à la fois par confort et par révolte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement le dernier enseignement de ce sondage, c'est que ces chiffres sont encore plus forts dans les catégories populaires. C'est-à-dire qu'on vous dit souvent, ah oui, mais vous, bien sûr, l'élite, vous pouvez choisir parce que vous êtes bien éduqué. Et c'est ça le raisonnement le plus infantilisant. Et en fait, on s'aperçoit que c'est les classes populaires qui souffrent le plus de ce genre d'interdit parce que précisément, eux ne peuvent pas y échapper. Alors que les autres trouvent toujours des voies de contournement. Donc, cette prise de conscience est intéressante. Moi, je vois là deux mouvements, disons, contradictoires. L'un, celui de la société qui est en train de s'affranchir par elle-même de ces régulations, en inventant, y compris à travers les cigarettes, toutes sortes d'espaces de vie annexes, de contre-société. Et de l'autre, le législateur, qui en est complètement déconnecté, qui, lui, poursuit dans son espèce de folie régulatrice, qui va bien, à un moment donné, se heurter, se faire ubériser elle-même, et se heurter au mur de la réalité sociale et civique que l'on vit. Ensuite, la deuxième chose que je trouvais intéressante, ma deuxième conclusion avec la réaction de l'État par rapport à l'e-cigarette, qui n'est pas la même dans tous les pays, puisqu'en Angleterre, vous le disiez, le gouvernement envisage même de faire rembourser l'e-cigarette par le NHS. Mais ce qui est intéressant dans la réaction française et plus généralement dans la réaction européenne, on se dit, il y a presque, c'est un peu comme si l'État était jaloux que les acteurs privés, le marché, réussissent là où 30 ans de politique prohibitionniste contre le tabagisme a échoué. On a monté les prix du tabac 3 fois en 15 ans, ça a pris 50%, ça n'a pas réduit d'un dixième de pourcentage la prévalence tabagique en France, qui est une des plus fortes de l'Europe et du monde. Et quelques années après l'introduction de l'e-cigarette, on s'aperçoit qu'en 2014, les ventes de tabac ont chuté de 7 ou 8%. Et que par ailleurs, selon l'Institut de la santé publique, 400 000 personnes auraient arrêté de fumer grâce à l'e-cigarette.
Donc on se dit finalement, la société elle-même a mis en place des moyens qu'évidemment personne n'aurait pu imaginer dans un ministère, et l'État est presque jaloux de ce succès et se dit oulala, mais attendez, c'est pas si facile, on va quand même vous aussi vous réguler. Voilà, et donc ça fait partie des combats, me semble-t-il, que des think tanks comme le mien ont à mener. Aaron, pour rebondir sur les propos de Gaspard, moi je voulais revenir sur un énorme paradoxe actuellement aux États-Unis qui est le cannabis. Alors c'est vrai qu'on est en train de réglementer très violemment potentiellement la vape aux États-Unis, et de l'autre côté on entend le Colorado, l'Oregon, plusieurs États sont en train finalement de libéraliser le cannabis, et on se dit mais finalement la vape ça va être vraiment illégal, prohibitionniste, alors que le cannabis est autorisé. Petite parenthèse au passage, en France je crois que les Français sont les premiers consommateurs de cannabis devant les Néerlandais. Voilà, donc 5 millions, ce qui montre aussi parfois que la difficulté pour les pouvoirs publics à placer le curseur sur les différents produits. C'est quand même un paradoxe incroyable, le cannabis à l'heure actuelle. Yeah, it's pretty. Ouais, tout à fait, c'est la folie. Et tout à fait. Donc c'est toujours une question aussi d'argent. C'est l'argent qui est au centre de tout, donc le nerf de la guerre. Et donc c'est ça qui règle tout. Donc il n'y a pas énormément en effet d'acteurs, comme vous le disiez, pas assez de gens qui interagissent. Et donc il y a eu beaucoup de recherches aussi, en effet, sur le cannabis. Et donc dans certains cas c'est positif. Big Pharma n'aime pas ça, c'est certain. Mais bon, dans le cas ici de e-cig, c'est tellement d'argent derrière tout ça. C'est fou, c'est un paradoxe qui n'a pas de sens, comme vous le disiez. Mais bon, il est là, c'est une question d'argent. C'est la seule explication que j'ai. J'ai pas d'autres explications. Par rapport aux propos relatifs au contrôle des individus, au contrôle des libertés individuelles, des comportements, des pratiques, on a souvent l'idée que les États-Unis sont en avance vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe, par rapport au contrôle des distributeurs de boissons. Vous avez le sentiment qu'il y a quand même une frange libertaire américaine qui arrive à surnager, qui arrive à peut-être défendre l'idée que l'individu, pour en revenir à Tocqueville, pouvait se prendre en main par lui-même ? Oui, je pense que, en effet, ce sont des informations qui sont au centre de tout. C'est grâce aux informations qu'on peut prendre les bonnes décisions. Bien sûr, ça fait des millénaires que ça se produit. Et donc, c'est la désinformation, la mésinformation, le manque d'informations qui crée des problèmes. Et tout est là. Et en fait, quand on ne donne pas aux personnes les bonnes informations, eh bien, ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions ni les bons choix. Et donc, voilà, tout est là. Et aux États-Unis, c'est ce qui se passe aussi avec, comme je le disais, l'alimentation aussi. L'étiquetage au niveau de l'alimentation est lié à l'alimentation. C'est la même chose pour tout ceci. Donc, il y a des décisions terribles qui sont prises au niveau de la nourriture. Donc, bon, voilà. Je pense que, oui, l'idée, c'est pas que le gouvernement fasse des actions ou pas, c'est une meilleure information. Donc, que l'on choisisse la cigarette par rapport à la cigarette électronique, c'est justement ça. C'est parce que les gens sont plus informés, savent que la cigarette électronique est beaucoup moins nocive, donc fait beaucoup moins de mal. Donc tout est là. C'est comme ça qu'on encourage les gens à changer leurs habitudes, à prendre des décisions, à être finalement actifs et acteurs de leur propre vie. Et donc, c'est ce qui se passe. En fin de compte, c'est tout à fait aussi par rapport au cannabis. Parce que, bon, j'ai vu ce qui se passe. Donc, il y a les bénéfices, les gens, le public est à même. Donc, peut-être qu'en effet, la légalisation va être faite globalement dans tout le pays. La légalisation va être vraiment faite partout. Donc, oui, tout à fait. C'est une diffusion de l'information, mais il y a aussi des mensonges. Parce que... Bon, je ne veux pas ici faire le plaidoyer du cannabis, mais bon, je veux faire le plaidoyer de la vérité. Il faut être vrai, il faut faire véhiculer les informations correctes. Libre s'est positionné sur le sujet du cannabis, son usage thérapeutique ou pas, ou récréatif. Est-ce que vous avez une opinion sur ce que vient de dire Alors, on n'a pas fait de note, on voulait faire une note là-dessus, mais on s'est fait court-circuiter par Terra Nova. Ça arrive, mais à titre, disons, personnel et dans les travaux qu'on fera plus tard, on est naturellement pour légaliser l'ensemble des usages du cannabis.
comme c'est le cas au Colorado, comme c'est le cas en Uruguay. On est assez attentif justement à ce qui se passe là-bas pour regarder les retours qu'il y a, si par exemple ce qui est une possibilité, la consommation de cannabis aura baissé. Et comme toujours, vous ne pouvez bien réguler ce que vous avez autorisé. Donc quand vous interdisez une substance, c'est là que vous donnez lieu au pire trafic. Et en France, il y a 5 millions de consommateurs. Donc essayons de non à nos forces de police, laissons-les se concentrer sur l'essentiel et arrêtons d'aller attraper les petits mecs qu'on 5 grammes sur eux. Alors, par ailleurs, et par rapport à ce que disait Aaron, en France aussi, il y a un problème de lobby sur ces sujets, même si, à mon sens, c'est moins un lobby industriel qu'un lobby idéologique. Vous avez une association comme l'ANPI, qui est financée à hauteur de 70 millions d'euros par an par le contribuable. Et l'ANPI, c'est vraiment c'est l'hygiénisme des années 90, l'hygiénisme de Claude Gros, qui est derrière la plupart le professeur Claude Gros, qui est derrière la plupart des réformes sur, par exemple, la loi E20, la cigarette et tout ça. C'est des instituts qui sont extrêmement actifs, qui font des campagnes de publicité extrêmement fortes, qui ont des biais idéologiques extrêmement assumés. Par exemple, le docteur Claude Gros vous dira qu'il est bentamien. Après, on peut en discuter, mais je veux dire, ce sont des gens qui ont vraiment des idées très claires et qui ont pris beaucoup d'argent, non pas tellement des industries, mais des pouvoirs publics, à des fins de propagande moralisatrice. Ensuite, sur l'information et le besoin d'information, c'est bien à ça que l'État doit servir, c'est à donner des informations neutres aux consommateurs et aux citoyens. C'est pour ça que je ne pense pas que l'État doit juste laisser chacun prendre ses propres décisions. Il doit donner à chacun, dans notre, disons, doctrine, les moyens de son autonomie. Donc, c'est-à-dire l'éducation, l'information nécessaire, aussi neutre que possible. Et ensuite, c'est chacun choisir. Ce qui fait que pour moi, même poser un objectif de santé publique en disant on veut réduire de X morts par an n'est pas un bon objectif. Le bon objectif de santé publique, c'est on doit permettre à chacun de prendre ses décisions sur un certain nombre de faits. Alors après, il y a des doctrines un peu plus raffinées telles que le nudge, qui est intéressante, qui est disant bon, on laisse à chacun l'ensemble des choix, mais on propose un choix par défaut qui nous semble être le choix le plus simple pour l'ensemble de la société. Pourquoi pas? C'est de toute façon des méthodes beaucoup plus douces que les méthodes soit prohibitionnistes, soit disons de rétorsion fiscale que nos politiques français ont l'habitude de mobiliser. Et enfin, sur les États-Unis, effectivement, ce qui est toujours intéressant aux États-Unis, c'est que quelle que soit, disons, la politique ou l'ambiance générale, il y a toujours des poches d'expérimentation et de contre-culture partout. Au New Hampshire, il y a des gens qui bâtissent le Free State Project, qui est l'idée de recréer une société sans État avec 20 000 personnes qui font des sortes de colloques qui sont entre le camp hippie et la conférence hayekienne. C'est toujours ces choses-là quand même assez folles et c'est bien, c'est formidable que ça existe. Et c'est d'ailleurs, je prends l'exemple du New Hampshire parce qu'il y a une statistique qui m'a toujours fasciné au New Hampshire, c'est que vous savez, le New Hampshire est le seul État des États-Unis où la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire. Et en fait, on s'aperçoit que 75% des gens mettent leur ceinture de sécurité et que dans les États voisins, c'est 84%. C'est quoi ma conclusion? C'est que que dans le New Hampshire, 75% des gens informés du fait qu'effectivement, il vaut mieux mettre sa ceinture de sécurité, sinon on risque d'avoir des accidents plus graves, décident de le faire volontairement, et que dans les États voisins, c'est 16% des gens qui, eux, décident de contrevenir à la loi pour ne pas la mettre. C'est deux états d'esprit tout à fait différents, et vous voyez que le prix de la liberté, c'est juste ces 7% de marge d'erreur. Je pense que c'est un prix qui mérite d'être payé. Alors j'en reviens à la VAP et aux tentatives de réglementation pour rebondir aussi sur les logiques perverses qui peuvent survenir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui certaines associations anti-tabac ou le ministère de la Santé expliquent que oui, peu ou prou quand même, c'est probablement moins dangereux de vapoter que de fumer, et donc qu'il faut vapoter. Mais néanmoins, quand vous faites Tabac Info Service, quand vous lisez les messages officiels du gouvernement, surtout, il ne faut pas recommander l'e-cigarette. Donc on en vient à une logique où, d'une certaine manière, les associations anti-tabac, dont la mission, la première, est de faire en sorte que les gens arrêtent de fumer, maintiennent peut-être les fumeurs dans leur tabagisme en n'informant pas correctement du potentiel de la vape. Aaron. Right, absolutely. Oui, absolument. Et je pense que, pour revenir à l'argent, si on regarde voilà, le taux de survie, parce qu'évidemment, si tout le monde est bien éduqué et s'arrête de fumer,
Et voilà, on peut avoir la nicotine avec le côté rituel, etc., sans mourir, eh bien, ce n'est pas du tout la même histoire pour les sociétés de tabac. Et puis surtout, du coup, ils n'auront plus rien à combattre. Hein. Et aux États-Unis, on m'a parlé du Nord Dakota, qui est un petit État au nord du pays. Il parlait d'interdire le tabagisme, d'interdire aux gens de fumer. Et en fait, les sociétés de tabac étaient contre cela. Ils ne voulaient pas perdre leur boulot, évidemment. Mais ils disaient... voilà, il n'est pas prouvé que ça fonctionne. Mais c'est illogique, puisque si votre travail, c'est de faire s'arrêter les gens de fumer, évidemment, si on interdit de fumer, ça peut fonctionner, on peut le penser. Mais voilà, tout cela revient à l'argent, et tout ça doit être exposé de manière intelligente. Et voilà, on peut utiliser ce type d'histoire, parce que c'est intéressant. Vous avez écrit une des tribunes que vous avez écrites dans le Figaro. Vous faites référence à Michel Foucault en indiquant l'État en vient au dressage des corps et à la répression de l'individualité. Surveiller et punir, 1975. Michel Foucault, c'est vrai, c'était assez parlant pour comprendre les tentatives de l'État d'assimiler la vape à tabac, à médicaments ou gestes interdits. Oui, alors non, j'ai pris Foucault précisément sur la question du geste. Parce que, comme je le disais, dans ces projets de loi, enfin dans l'argumentaire qu'il y a derrière ces projets de loi, c'est bien le geste qui pose problème. C'est dit tout à fait explicitement, c'est le geste de prendre la e-cigarette et puis de recracher de la fumée. Cette idée donc de contrôler un geste est, à mon sens, une nouveauté. C'est inédit dans le corpus législatif français. Ce qu'analysait Foucault, c'était dans le cas des prisons et des hôpitaux, comment précisément le pouvoir carcéral allait minuter les gestes et les comportements de l'individu, la manière dont il lève le bras, la manière dont il marche, comment tout ça s'inspirait des usages militaires, et comment le but de la discipline, c'est pour ça que ça s'appelle surveiller et punir, était d'arriver à faire du corps de chacun une marionnette, en fait, contrôlable et surveillable à volonté. Et donc c'est pour ça que, mais encore une fois, c'était limité à ces espaces qu'étaient les hôpitaux et les casernes et les prisons, et même si Michel Foucault en tire une sorte de métaphore pour le reste du corps social. Mais là, à mon sens, dans ce projet de loi, c'est la première fois, mais je ne demande qu'à être détrompé, mais c'est la première fois que l'État cherche à réprimer un geste en soi, qui n'est nocif pour personne, qui ne fait de mal à personne. Donc voilà, et Foucault est toujours un auteur intéressant pour nous, parce que il a beaucoup écrit sur le libéralisme, et il a finalement une vision assez positive de ce mouvement d'idées, malgré l'impression qu'il peut donner parfois. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants, pour Gaspard Koenig et Aaron Bieber, si vous avez des questions par rapport à cet état nounou qui va peut-être changer de pied à force d'explications? Charlie? Oui, bonjour, merci pour cet avis précieux. Moi, j'ai une question dans l'analyse de la société et du comportement des gens. En tant que professionnel de la vape et d'abord vapoteur, j'ai été soumis régulièrement à des agressions gentilles dans la rue de gens qui voulaient me sauver en me retirant ce geste dont ils méconnaissaient l'intérêt. C'est le même geste qui nous sauve que celui qui me tuait préalablement. Et il faut que je leur explique ça. Et après un certain nombre d'explications, ils changent d'attitude. Soit ils m'écoutent et ils sont convaincus que j'ai été bon à ce moment-là, soit ils rebondissent sur un réflexe certainement naturel, et c'est sur cette question-là que je voulais m'arrêter. C'est oui, mais en fait, je ne connais pas, je suis jaloux du fait que toi tu saches, et je vais batailler bêtement dans
un combat qui dit ce combat, c'est je vais te prouver même si j'ai tort, et donc je vais défendre mon idée stupide. Donc j'aimerais savoir pourquoi la société refuse l'innovation, pourquoi la société n'ouvre pas le champ de la culture, c'est-à-dire s'informer avant de juger. Qu'est-ce qui fait que les gens sont malades et ont peur de ce qui est nouveau? Y a-t-il eu trop de nouveautés ce dernier siècle pour en arriver là? C'est le principe de précaution aussi, cette question, savoir si trop de précaution tue l'innovation. Gaspard, peut-être? Le principe de précaution, je ne sais pas, parce qu'en fait, si on appliquait vraiment le principe de précaution, on innoverait énormément, puisqu'on s'apercevrait que la meilleure manière de prendre des précautions, c'est précisément d'expérimenter des choses nouvelles. Alors je ne sais pas très bien ce que vous appelez une agression gentille, mais je suis quand même assez étonné parce que même pour fumer quelques fois, j'ai jamais rencontré ce genre de réaction. Enfin bon, vous me dites que ça existe. Moi je n'arrive pas, mais ça c'est finalement le combat plus général qu'on mène. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent à ce point lutter contre des libertés qui ne les dérangent en aucune manière. Je ne veux pas être polémique, mais enfin, à mon sens, c'était le même débat sur le mariage pour tous. Comment peut-on lutter contre des droits nouveaux qui ne vous retirent rien à vous, qui ne changent rien à la manière dont vous vivez? Et ça, je pense que ça touche une distinction que les gens n'arrivent plus à faire entre la morale et la loi, entre ce qui est du ressort du civil et ce qui est du ressort du politique. La loi est là pour légaliser, autoriser ce qui ne nuit pas à autrui. Ensuite, la morale collective, si on croit à telle ou telle idée, si on veut défendre telle ou telle valeur, est là pour précisément essayer de convaincre par l'exemple ou par l'argumentation. Mais que finalement, on ne combat jamais mieux que ce qu'on autorise. Et que donc, vous voyez, c'est ce que Tocqueville disait aussi en parlant de l'alcoolisme aux États-Unis. Il disait, finalement, le réflexe français, ça serait d'interdire les établissements de boissons. Le réflexe américain, ça a été de constituer des associations de gens qui, à titre personnel, s'engageaient à ne plus boire et de convaincre les autres que c'était mieux pour leur santé. Voilà. Et donc, quand on distingue bien la morale du politique, la société, me semble-t-il, on devient plus saine. C'est pareil sur la liberté d'expression. Cessons de vouloir interdire ce qui nous dérange. Aaron? Yeah. One other thing I would add to that. Une chose que j'ajouterais à cela, c'est que lorsqu'on regarde l'histoire, il y a plein d'exemples, même aux États-Unis. Margaret Sanger a été mis en prison pour avoir des préservatifs sur lui. Ou quelqu'un d'autre dans l'histoire avait été mis en prison parce qu'il utilisait une fourchette alors que Dieu lui avait donné des doigts. Aux États-Unis, lorsque les voitures ont été inventées, les gens étaient très en colère, même dans les villes dont je viens. Ils mettaient des filets pour les arrêter. Les gens, c'est très difficile pour eux d'accepter les changements et de les comprendre parce que voilà, ils ne prennent pas le temps de les comprendre. C'est ça le problème. Et ça, ce serait mon encouragement aux gens, c'est de leur dire, voilà, prenez le temps d'écouter, d'apprendre. Et voilà, les gens du monde entier ne font pas cela. Et c'est pour ça que voilà, les sociétés peuvent voilà, faire en sorte qu'il y ait des grands titres dans les journaux. Et puis, les gens ne lisent pas vraiment les articles, ils lisent le titre et puis ils se disent, ah oui, bah c'est ça c'est une vérité. Donc, voilà, à l'époque, alors que maintenant on conduit tous des voitures, lorsqu'on voyait un automobiliste, on l'attaquait. Et il y a toujours une guilde ou une autre qui s'attaque à l'innovation
dont elle peut avoir le sentiment que c'est une menace. Ben, ça a été le cas des boutons également. Jusqu'à ce que finalement, les gens se sont dit, bah, en fait, on aime bien les boutons, c'est assez pratique. Et ben là, il y a un public qui voit voilà, toutes ces questions de nuages, des femmes qui vapotent. Et puis voilà, ils se disent, ouais, ça n'a pas l'air très sain. Mais en fait, ils n'écoutent pas les scientifiques, ils ne réfléchissent pas, ils font des jugements très rapidement. Et puis à ce moment-là, ils vous assimilent à des fumeurs et puis ils vous attaquent. Il faut être plus profond en tant que genre humain. Il faut écouter avant de parler. Je voulais juste ajouter un autre exemple, c'est qui change un peu de sujet, mais le premier inventeur de la première machine à tisser avait présenté son invention à la reine Victoria. Et Victoria avait dit, écoutez, c'est formidable, ça marche très bien, donc mettez-le en prison et exécutez-le à la première occasion. Finalement, Gaspard Koenig, je me demande si, parce que vous êtes un peu sur les bords libertariens, si je peux me permettre, mais je ne veux pas vous définir, c'est vous qui parlez pour vous, mais j'en viens à me demander si vous n'êtes pas en fait en faveur de la suppression du ministère de la Santé, ou si vous n'êtes pas en faveur de la suppression du gouvernement. C'est ce que veulent aussi des gens comme la famille Paul aux États-Unis, qui souhaitent avoir le gouvernement fédéral le plus petit possible. Est-ce que ce n'est pas aussi une source de réflexion par rapport à la première cause de décès évitable aujourd'hui en France, de dire sur la santé, on pourrait peut-être s'en occuper par nous-mêmes avec les professionnels de santé, les docteurs et les philosophes? Je ne me prononcerai pas. Fermer le ministère de la Culture. Fermer le ministère de la Culture, d'accord. Santé, je ne suis pas encore trop sûr. Non, mais dans la philosophie que je défends, je suis libertarien au sens où, pour moi, les libertés s'appliquent à la fois sur le plan moral et sur le plan économique et sur le plan sociétal, et qu'on ne peut pas scinder tout ça. Mais en revanche, je pense que l'État je ne crois pas à l'État minimum. Je pense que l'État a un rôle à jouer sur l'ensemble des politiques publiques, mais que le prisme de son action doit être l'autonomie individuelle. Et dire qu'on veut que les gens soient autonomes, c'est pas les laisser faire. C'est au contraire leur donner les moyens de l'autonomie. Et ça vaut pour l'éducation, ça vaut pour la liberté d'expression, ça vaut pour la santé. Donc il y a plein de politiques publiques à mener. Mais à mon sens, ces politiques publiques actuelles sont menées du point de vue de l'hétéronomie, où puisqu'on se dit, puisque les gens ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes, on va les contraindre, les forcer, les obliger, que ça soit pour investir, et ça va être la Banque publique d'investissement qui va dire à votre place quels sont les secteurs d'innovation de demain, ou dans leur comportement, et ça va être les lois sur les SIAT, les machines à soda, l'incitation à la maigreur, etc. Il y en a quasiment une par mois. Mais je vois un rôle fort à l'État, et je pense même d'ailleurs que ce rôle de l'État, et ce libéralisme-là, c'est le libéralisme proprement français, celui des révolutionnaires. C'est ce que Rosan Vallon a théorisé sous le nom de jacobinisme libéral, c'est-à-dire un État très fort, la suppression de tout intermédiaire entre l'État et l'individu, et un État qui est là pour être une force libératrice par rapport à un individu. Et en France, tout au long du XIXe siècle, au contraire, étatisme et libéralisme ont été main dans la main et on ne peut pas les opposer. Aaron, aussi une question peut-être plus précise concernant votre documentaire. L'épice, le calendrier, le nombre d'intervenants, la diffusion. Il y aura une version française aussi, mais c'est prévu pour fin d'année environ. Hein. The film will be done by the end of the year. Oui, le film sera fait d'ici la fin de l'année. Et lorsque ce sera dans les salles en France, oui, il y aura des sous-titres français. Je crois que c'est la meilleure façon de faire. Et peut-être on aura la chance de concourir à Cannes. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce film. Mais oui, il y aura une version française, oui. Vous êtes encore assez timide avec votre projet, vous êtes un peu timoré, vous voulez pas nous en dire plus? On n'a pas annoncé tous les gens qui sont dans le film, bon, pour différentes raisons. On a, dans le film, pas
certains des plus grands penseurs de l'époque. L'inventeur notamment de la cigarette électronique moderne, et quelqu'un qui a pris part d'ailleurs aussi à l'invention de la cigarette électronique. On a quelqu'un qui travaillait avec un mouvement de lutte contre le tabagisme, qui est une sorte de donneur d'alarme, et qui explique voilà, les agissements de ce mouvement. Le film se concentre essentiellement sur sur la présentation de la vape, comment ça se compare au tabac, et voilà les faits, et qu'est-ce que le public doit en faire. Je crois qu'on en a les meilleurs entretiens possibles avec voilà, l'un des grands responsables de l'OMS. Voilà, on a de très bons entretiens. Voilà, j'ai pas de grandes annonces à vous faire aujourd'hui, mais voilà, ça arrivera d'ici la fin de l'année. Le contrôle du tabac, moi je voulais vous poser une question à ce sujet. Ce sont les taxes. Les taxes que reçoit l'État chaque année. En France, c'est 13 milliards d'euros. Alors après, les dépenses de santé sont supérieures. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que l'État va pouvoir entendre les vapoteurs lorsqu'on sait que cette manne entre dans le budget de l'État et qu'aujourd'hui, bien sûr, elle est plus que jamais nécessaire? Alors, s'agissant de la fiscalité comportementale en général, ceux qui ont donné la meilleure opinion sur le sujet, je trouve, enfin la meilleure comparaison du moins, c'est Sunstein, et je ne me rappelle plus comment s'appelle l'autre dans ce livre qui s'appelle Nudge, qui est sorti en 2009 aux États-Unis. Ils sont deux professeurs de Chicago qui expliquent quel pourrait être ce qu'ils appellent le paternalisme libertarien. C'est un peu pompeux, mais l'exemple va vous parler tout de suite. Et maintenant, ce Nudge est devenu très populaire, puisqu'il y a au sein de Downing Street une Nudge Policy Unit. Ils se sont exportés à la Maison-Blanche, donc ils sont vraiment en train de mener le débat dans beaucoup de grands pays occidentaux. Et donc le Nudge, c'est quoi? C'est de dire, bon, vous êtes dans une cantine scolaire et on peut mettre à votre disposition un hamburger, donc horrible, mauvais pour votre santé, tout ça, ou une salade. Quel est le rôle de l'État? Alors la première option, c'est d'interdire le hamburger. Interdire la cigarette et de mettre seulement une salade. La deuxième option, c'est de surtaxer le hamburger, de manière à ce que seuls les riches puissent être malades. Et puis, bon, la troisième option, c'est de ne rien faire du tout, de les mettre complètement au hasard, et chacun est libre de ses choix. Et en fait, la quatrième option, qui est une sorte de compromis assez malin, c'est de dire, on a observé que la plupart des gens qui arrivent dans une cantine choisissent le premier produit devant eux, indépendamment de leur goût. Donc, le rôle de l'État va se limiter à juste mettre la salade en premier. C'est ça le nudge, c'est le petit coup d'épaule. Tout ça pour dire que cette politique est plus maligne que la fiscalité comportementale et à laquelle je m'oppose. Et puis, si vous voulez couper les impôts en France, moi je vous rassure, j'ai énormément de recettes pour couper la dépense publique, donc ça ne me posera aucun problème. Yeah, and I think, you look at Oui, il faut regarder le gouvernement aux États-Unis aussi. C'est une grande partie du budget. Et l'une des choses que je dirais, c'est que oui, le gouvernement le permettra, parce que en fin de compte, voilà, ce sont les gens qui les élisent. Et si on l'exige, ils le feront. Et cela signifie malheureusement moins de ressources, moins de revenus, oui. Mais ça ne doit pas faire partie de la discussion, puisque voilà, ce qui est la santé, ça ne peut pas faire l'objet de choix budgétaires. Donc il faut juste permettre. Je ne pense pas que ce soit une question éthique ou morale. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire du budget? J'ai déjà eu cette discussion, et puis... Mais bon, en tout cas, en fin de compte, si les gens l'exigent, on trouvera un moyen.
on est tous des gens innovants. On peut trouver les moyens de payer l'école, de payer tout ce qu'on est prêt à payer. Mais voilà, avoir des taxes qui découragent, ce n'est pas le bon moyen. On va repasser une dernière fois le trailer du documentaire. Comme pour les autres participants, je souhaitais savoir votre perception, analyse de la vape à 10 ans. Selon vous, où sera la vape dans 10 ans? Est-ce que le nombre de vapoteurs aura dépassé le nombre de fumeurs? Comment voyez-vous la vape en 2025? Well, yeah, Oui, je pense que ce sera le cas. Tout comme voilà, CCPC pour la radio FM. Ouais, ça a pris 20 ans. Donc, mais je pense que ça va aller beaucoup plus vite pour la vape, parce que c'est un sujet tellement important. Comment voilà, ignorer les morts à cause du tabac. Et une fois que ce sera autorisé, compte tenu de ce que j'ai vu par le PC, les gens qui fument lorsqu'ils ont le choix et qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose de plus sain et ils se rendent compte qu'ils peuvent mieux respirer, ils ont de nouveau le sens du goût, etc. Évidemment, ils vont arrêter de fumer et puis se mettre à la vape. Et ce sera un choix incontestable. Il y a des choix, encore une fois. Moi, je suis pour que les gens le choix, juste comme lui. Mais voilà, je suis certain que ce sera dans moins de 10 ans, dans 4 ans, peut-être dans 5 ans, il y aura davantage de vapoteurs que de fumeurs. Et en fin de compte, ce sont les gens qui gagneront. Et les vapoteurs garderont le droit de faire ce qui est mieux pour eux. Et les fumeurs seront mieux éduqués. Et à mon avis, dans 5 ans, ce sera un monde différent. Le consommateur vaincra, vous pensez comme Aaron? La vape en 2025, je vais vous répondre très facilement. Si on s'était demandé en 2005, lors d'une conférence sur la cigarette, comment chacun voyait la cigarette en 2015, personne n'aurait pensé à la vape. Et donc de la même manière, en 2025, la vape sera dépassée par quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Il y aura peut-être des patchs sous la peau qui seront directement reliés à Google avec des objets connectés qui vous mettront directement le taux de nicotine dont vous avez besoin, qui sait. Donc je ne me risquerai pas, comme Jacques Attali, à prédire l'avenir. En revanche, je sais que l'avenir n'adviendra pas si on s'accroche au passé comme notre législateur aime à le faire. Merci beaucoup. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Et on regarde le trailer A Billion Lives. I've heard a lot of funny stories and opinions. Now to get the whole thing straight, you can't keep a bunch of hypocrites and liars all from showing their face. But the damage has been done. Our battle's not quite won. So let's take it to the streets. Let's take it to the streets and sing for the sun. Merci beaucoup.